bienvenue dans le Nexus de la fabrication nouvelle génération. Aujourd'hui, on va parler d'un domaine qui semble tout droit sorti de la science-fiction, l'ingénierie tissulaire. Imaginez un instant, et si au lieu de juste soigner le corps, on pouvait le reconstruire? C'est exactement la promesse folle de cette discipline, là où la biologie rencontre la fabrication pourrait bien carrément redéfinir la médecine. D'ailleurs, pour bien comprendre l'état d'esprit, écoutez un peu cette offre d'emploi, une vraie, de l'entreprise Dimension Inox. Rejoignez une équipe qui fera de la science-fiction une réalité future. Voilà, tout est dit, non? Ça capture parfaitement cette ambition démesurée, transformer ce qui paraissait impossible en quelque chose de concret, de tangible. Mais alors, concrètement, l'ingénierie tissulaire, c'est quoi? En fait, c'est assez simple à visualiser. Pensez-y comme à de la construction, mais avec du vivant. On prend des cellules, le plus souvent des cellules souches, qui sont un peu les couteaux suisses de notre corps, et on les dépose sur une sorte d'échafaudage. Ce support, ce biomatériau, va les guider pour qu'elles se développent et recréer un tissu tout neuf et fonctionnel. Alors, qui sont-ils, ces artisans de cette nouvelle ère? Eh bien, ce sont les nouveaux architectes du corps humain. Sauf que, oubliez les plans, les briques, le ciment, leurs matériaux de construction, ce sont nos propres cellules. Et c'est là que ça devient fascinant. Leur boulot, ce n'est pas juste de remplacer une pièce. Non. Ils conçoivent un environnement sur mesure, une sorte de plan directeur, qui va littéralement dire au corps « voilà comment tu dois te réparer ». C'est un changement total de perspective par rapport à la médecine traditionnelle. Bon, tout ça, ça sonne très futuriste. Mais le quotidien de cette révolution, il se joue dans le calme, la patience et la précision d'un laboratoire. Alors, allons voir à quoi ça ressemble. Une journée dans la vie de ces architectes du vivant. Leur tâche, c'est un mélange assez incroyable de haute technologie et de rigueur quasi maniaque. D'un côté, ils développent des bio-encres, c'est-à-dire des gels remplis de cellules vivantes, prêts à être imprimés en 3D. Oui, on imprime du vivant. De l'autre, ils préparent les fameux échafaudages microscopiques. Et puis bien sûr, il y a la manipulation de tissus, la culture cellulaire et la gestion des stocks comme dans n'importe quel atelier de pointe. Chaque geste est millimétré. Et c'est ça, tout le paradoxe de ce métier. D'un côté, vous avez la routine du labo. Préparer des solutions, stériliser le matériel, gérer des inventaires, des tâches presque banales. Et de l'autre, vous avez la finalité, la révolution, restaurer la fonction d'un organe, rendre réelle la science-fiction, et au final, changer la vie d'un patient. Le grand écart est vertigineux. Mais attention, le chemin entre la paillasse du labo et le lit du patient est un vrai parcours du combattant. Un parcours qui n'est pas seulement technique, mais aussi et surtout profondément éthique. Pour essayer de s'y retrouver dans ce labyrinthe, des chercheurs ont mené un véritable travail de fourmi. Ils ont épluché des milliers d'études scientifiques. Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est ce processus de tri hyper sélectif pour vraiment isoler les questions qui comptent. Au final, sur des milliers d'articles, seuls 237 ont été retenus. Le chiffre peut sembler petit, mais en réalité, il représente le cœur de la réflexion mondiale sur l'éthique de cette discipline sur plus d'une décennie. C'est du solide. Et cette analyse a mis en lumière un parcours éthique en plusieurs étapes absolument obligatoires. Ça commence par les tests sur les animaux, une étape complexe, puis vient la question ultra sensible de la manipulation des tissus humains, ensuite, bien sûr, le consentement éclairé du patient, puis l'évaluation des risques qui doit être drastique, et seulement après tout ça, on peut espérer passer à une application clinique. Chaque étape est une barrière à franchir. Et il faut être clair, les risques ne sont pas nuls. Les cellules implantées, par exemple, peuvent être rejetées par le système immunitaire, ou pire, muter et devenir des tumeurs. L'échafaudage lui-même peut être contaminé ou toxique, mais le plus grand risque, c'est la complexité. Une fois que la construction est dans le corps, son interaction est difficilement prévisible. Et souvent, il n'y a pas de retour en arrière possible. On sort maintenant du laboratoire et de l'hôpital, parce que cette technologie, elle soulève des questions de société absolument fondamentales, des questions qui, au fond, nous concernent tous. La première question, c'est bien sûr celle de l'argent. Si ces thérapies révolutionnaires coûtent une fortune, qui pourra se les offrir? Est-ce qu'on ne risque pas de créer une médecine à deux vitesses qui creuserait encore plus le fossé entre les plus riches et les autres? Ensuite, il y a la question de l'objectif. Est-ce qu'on doit s'arrêter à réparer ce qui est abîmé, ou est-ce qu'on doit utiliser ces mêmes outils pour améliorer l'être humain? Le rendre plus performant, plus résistant? Ou est-ce qu'on met le curseur entre la thérapie et l'augmentation? La frontière est incroyablement floue. Et enfin, la question peut-être la plus profonde de toutes. Si on peut concevoir et fabriquer les parties de nous-mêmes, que voudra dire le mot naturel demain? Quand la distinction entre le corps et la technologie s'efface, qu'est-ce que ça change à notre définition même de ce que c'est d'être humain? Pour terminer, revenons à notre image de départ, celle des architectes. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir si on peut fabriquer notre propre biologie, on sait que c'est possible. La question c'est, qu'est-ce qu'on veut construire? Nous voilà donc en train de devenir les architectes de notre propre biologie. Les outils sont là, ou presque. Le pouvoir de dessiner le plan est entre nos mains.
L'immense question qui reste, c'est de savoir ce que, collectivement, nous allons décider d'écrire sur ce plan. C'est le grand défi de cette nouvelle génération de la fabrication et ça mérite qu'on y réfléchisse tous ensemble.